La salle du conseil était immense, une structure construite par des espèces si anciennes qu'elles flottaient dans l'espace, au point que la plupart des races en avaient oublié le nom. À l'intérieur, des représentants de 200 mondes étaient assis dans leurs zones respectives. Certains respiraient de l'oxygène, d'autres du méthane. Certains étaient couverts de poils, d'autres d'écailles ou d'une peau métallique. Mais aujourd'hui, tous les regards étaient tournés vers la même chose. Certains étaient couverts de poils, d'autres d'écailles ou d'une peau métallique. Mais aujourd'hui, tous les regards étaient tournés vers la même chose. Le commandant Zetor se tenait au centre de l'estrade. Il portait une cravate, ce qui signifiait qu'il mesurait près de 3 mètres. Ses avant-bras étaient croisés sur sa poitrine blindée. Son espèce avait conquis 12 systèmes stellaires au cours des 2 derniers siècles. Ils en étaient fiers, très fiers. L'Empire Cravate revendique le territoire connu sous le nom de Secteur 7, annonça Zetor d'une voix grave et assurée. Les humains y possèdent 3 colonies. Nous avons besoin de ces mondes pour notre expansion. Quel gâchis pour une espèce aussi faible! Un murmure parcourut la salle. Certains se remuèrent sur leur siège. D'autres laissèrent échapper des cris d'inquiétude dans leurs langues respectives. Les appareils de traduction s'activèrent rapidement pour permettre à chacun de comprendre. L'ambassadeur Telvar se leva lentement de son siège. Il appartenait à l'une des plus anciennes espèces de la galaxie. Son peuple voyageait à travers les étoiles à une époque où les cravates apprenaient encore à maîtriser le feu. Il appartenait à l'une des espèces les plus anciennes de la galaxie. Il était mince et grand, avec une peau argentée qui semblait légèrement luire. Ses yeux étaient d'un noir profond, ne laissant rien transparaître de ses pensées. Mais sa voix avait un poids tel que même Zetor en tremblait. « Commandant Zetor !» dit Telvar calmement. Zetor trembla. « Commandant Zetor !» reprit Telvar calmement. Le Conseil n'octroie pas de territoire en fonction de conditions, et surtout pas de territoire humain. Ils sont sous la protection du Conseil. Zetor éclata d'un rire rauque qui résonna dans la salle. Protection ? De quoi ? Nous étudions les humains. Ils n'ont pas d'armes naturelles. Leur corps est fragile. Les vêtements sont essentiels à leur survie sous la plupart des climats. Leur technologie est au mieux moyenne. Votre armée est petite comparée à la nôtre. Il fit un large geste de l'avant-bras. Pourquoi le Conseil protège-t-il une espèce avec autant de soin ? Qu'est-ce qui la rend si spéciale ? L'expression de Delvar resta impassible. Vous avez étudié leur biologie. Vous avez étudié leur technologie. Mais il n'a pas étudié leur histoire. L'histoire ? Demanda Tom à Toradi Zombaria. Ce qui compte maintenant, c'est l'histoire. Nous vivons au présent. L'histoire, poursuivit Delvar. Est-ce ainsi que l'on comprend une espèce ? Les humains viennent de ce que nous appelons un monde. De la mort en classe. 12. Savez-vous ce que cela signifie ? Stetor fit un geste de la main, comme pour balayer l'affaire. Cela signifie que votre planète natale est dangereuse. De nombreuses espèces proviennent de mondes difficiles. La Terre n'est pas seulement difficile. Un autre membre du Conseil prit la parole. Il s'agissait de l'ambassadeur Yuryu, dont l'espèce privilégiait la prudence par-dessus tout. Son climat est capable de détruire des villes. On y trouve des animaux qui chassent en groupe ou en solitaire. Des maladies qui évoluent plus vite que la plupart des espèces ne peuvent que les suivre. Une gravité qui écraserait nombre de races. Et pourtant, les humains ont survécu à tout cela. Sans armure naturelle, sans poison, sans force surhumaine. Ils ont survécu grâce à leur intelligence, affirma Zetor. Cela ne les rend pas dangereux pour nous. Elvar fit un pas en avant. La lumière dans la salle sembla se concentrer sur lui. « Commandant, je vais bien. » « Bien sûr. L'humanité est sous la protection du Conseil pour une raison. C'est une espèce originaire du monde de la mort.
Ils ne s'éteignent pas sous la pression. Ils s'adaptent. Ils apprennent. Ils résistent. Si vous les attaquez, attaquez seuls. Le conseil ne vous aidera pas. Le conseil n'interviendra pas. Zeto observa la salle. De nombreuses espèces partageaient Kant la vie de Telvar. Cela l'irritait fortement. Le conseil est surprotecteur car ils sont leurs projets favoris. Vous les traitez comme des enfants. Mais ce sont des adultes maintenant. Et ils occupent un espace dont les espèces plus fortes ont besoin. Nous les protégeons, dit Delvar, et sa voix laissait transparaître une pointe de tristesse. Parce que nous savons ce qui arrive quand on les met en colère. Nous l'avons vu dans votre propre histoire. Ils se sont livrés à des guerres intestines qui ont duré des générations. Ils ont créé des armes capables de détruire leur propre planète. Et pourtant, ils ont survécu. Ils ont toujours survécu. Ils doivent donc comprendre que la reddition est parfois nécessaire, répondit Zetor. Nous prendrons le Sétor 7. S'ils résistent, ils apprendront que l'Empire Kravati n'accepte aucun défi. Un long silence s'installa dans la salle. Telvar reprit la parole. Commandant Zetor, je le répète et je vous en prie, souvenez-vous-en. N'attaquez pas l'humanité. Elle n'est pas celle que vous croyez. Il ne s'agit pas d'une prise de position politique. Nous ne défendons aucune espèce en particulier. C'est un avertissement sincère. Si vous les attaquez, vous le regretterez. Destor se retourna et se dirigea vers la sortie. Ô Imperio Cravate, non. L'Empire Cravate n'obéit pas. Nous obéirons à un conseil devenu indulgent. Nous ferons tout ce qui est nécessaire pour notre peuple. 3 jours plus tard, la flotte Cravate arriva sur Niuju. C'était une colonie agricole abritant 60 000 humains. La planète était magnifique, avec ses champs dorés et ses rivières bleues. Les colons avaient d'atôt bâti leur colonie de manière à se fondre dans le paysage naturel. Vue de l'espace, elle paraissait paisible et sans défense. La coordinatrice de la défense de Nova, Ju, était une femme nommée Minso Park. Elle se trouvait au centre de commandement lorsque les capteurs détectèrent la facette de la flotte qui approchait. 40 vaisseaux de guerre cravate avançant en formation. Ils ne le faisaient pas, ils dissimulaient leur approche. « Donnez-moi un canal pour joindre le commandant », m'a ordonné Cravate. Sa voix était calme, mais ses mains s'activaient déjà sur les panneaux de contrôle. Elle déclenchait les protocoles d'urgence pendant qu'il parlait. Le visage d'un officier de Cravate est apparu à l'écran. « Je suis le commandant adjoint Talvor. Vous livrerez votre colonie à l'Empire Cravate. Nous revendiquons ce monde par la force. Cette colonie est protégée par le Conseil galactique et la loi humaine, déclara Minko. Vous violez les deux? Partez immédiatement, et nous pourrons régler cela pacifiquement. Talor rit. Vous n'avez aucune arme capable de nous blesser. Vous n'avez aucun vaisseau capable de rivaliser avec le nôtre. Pourtant, si, et que son peuple sera traité équitablement sous le gouvernement Cravate, Minso respirofundo. Elle appuya sur une série de commandes sur sa console. Un message fut diffusé sur les canaux d'urgence. Elle atteindrait la base militaire humaine la plus proche dans 6 heures. Elle atteindrait la terre ferme la plus proche dans 2 heures. Elle atteindrait la terre dans 2 jours. « J'ai bien peur que non, » dit-elle. « Alors, choisissez la voie la plus difficile, » répondit Talvor. La transmission fut coupée. Les vaisseaux de la Cravate ouvrirent le feu. Pas contre les colonies, pas encore. Ils prirent d'abord pour cible le réseau de communication. Les antennes explosèrent en flèches lumineuses. Ils frappèrent donc d'abord le centre de communication. Les antennes explosèrent en éclairs. Ils attaquèrent ensuite les centrales électriques. La colonie fut plongée dans le noir, à l'exception des systèmes de secours. Minot fut témoin de la scène. Son message avait été envoyé depuis longtemps. Elle devait désormais assurer la survie de son peuple jusqu'à l'arrivée des secours. Elle activa le système d'annonce de toute la colonie, alimenté par les réserves d'énergie. C'est le parc du coordinateur de la défense. La colonie est attaquée. Déclenchez le protocole de survie 7.
je répète. Protocole de survie 7. Restez chez vous. Éloignez-vous des fenêtres. L'aide arrive. Dehors, les véhicules de transport de troupes à cravate ont commencé leur descente. Des milliers de soldats, prêts à occuper une colonie agricole sans défense. Ils s'attendaient à une victoire facile. Ils s'attendaient à de la gratitude. Même de nombreuses espèces conquises finirent par remercier les Ravates de les avoir intégrés à leur empire. Ce qu'ils ne s'attendaient pas, c'était que, dans 6 heures, une flotte militaire humaine reçoive le message de Minson Anki. Ils ne s'attendaient pas à ce que le message contienne des analyses détaillées de leurs vaisseaux, de leur formation et de leur tactique. Ils ne s'attendaient pas à ce que chaque humain ayant eu connaissance de l'attaque s'en souvienne. Et ils ne s'attendaient certainement pas à ce que l'avertissement du Conseil galactique soit tout à fait sérieux. Les cravates venaient net de commettre une terrible erreur. Ils l'ignoraient encore. 3 heures après le bombardement, des soldats cravates débarquèrent dans la principale colonie de Niuju. Ils défilèrent dans les rues en formation parfaite. Armas pronta. Mais il n'y avait personne à combattre. As ruas estavam vazias. Les portes qui étaient fermées. Les fenêtres étaient naines fermées. Le sous-commandant Talvo se trouvait sur ce que les humains appelaient la place de la ville. C'était un espace circulaire, avec des jardins et des bancs, où les gens pouvaient se rassembler. À présent, il n'y avait plus que lui et ses soldats. Il activa la traduction de votre appareil et parla à haute voix. Povo de Novaju, l'Empire Cravate contrôle désormais cette colonie. Vous coopérerez avec nous. En échange, ils seront traités avec justice. Vous poursuivrez leur travail. Vous fournirez de la nourriture à nos vaisseaux. Résistez, et il y aura des conséquences. Silence. Aucun humain n'apparut. Talvor était perplexe. Lorsqu'il conquérait d'autres espèces, il y avait généralement des pleurs, de la colère, ou au moins des questions. Mais les humains, ils se réfugiaient simplement chez eux et gardaient le silence. Il envoya des soldats faire du porte-à-porte pour informer la population et expliquer les nouvelles règles. La première équipe revint 1 heure plus tard. « Monsieur, les humains disent avoir compris. » Un soldat fit son rapport. Il semble calme, presque trop calme. « Parfait, dit Talver. La peur les rend obéissants, mais le soldat paraissait incertain. « Monsieur, je ne crois pas qu'ils aient peur. Ils nous regardent comme s'ils attendaient quelque chose. » Le lendemain, les problèmes commencèrent. De petits problèmes. D'abord, la station d'épuration cessa de fonctionner. Lors d'un contrôle effectué par les ingénieurs de cravate, des pièces importantes ont été retirées, non pas cassées ni détruites, mais tout simplement disparues. Puis, le matériel agricole a commencé à dysfonctionner. Les tracteurs ne démarraient plus. Les systèmes d'irrigation fuyaient. Les moissonneuses-batteuses émettaient des bruits étranges et s'arrêtaient. Chaque machine présentait un problème. Talvey ordonna aux humains de régler les problèmes. Ils essayèrent. Du moins, c'est ce qu'ils semblèrent s'en faire. Mais les réparations prirent un temps fou. Il manquait des pièces, impossible de trouver les outils. Les ouvriers arrivaient en retard, voire pas du tout. Interrogés, ils donnaient toujours des explications plausibles. Quelqu'un était malade, quelqu'un devait s'occuper des enfants, ou alors quelqu'un n'avait pas compris le planning. Au bout d'1 semaine, les cravates n'avaient quasiment rien accompli. La colonie fonctionnait toujours sur l'alimentation de secours. La production alimentaire était complètement sans à l'arrêt, et les humains restaient polis, coopératifs et absolument inutiles. « Ils nous sabotent », dit l'un des officiers de Talvor lors d'un briefing. « Je le sais. Talvor a explosé, mais nous n'avons trouvé aucune preuve. Il travaille dur, lentement et mal. » « On pourrait donner des exemples, » suggéra un autre officier. « Punir certains pour motiver les autres. » Théor y réfléchit. Mais le commandant Zetor était clair. Il s'agissait d'une occupation pacifique. Montrer à la galaxie que le gouvernement cravate était bénéfique. La violence immédiate les ferait passer pour des brutes. Pas encore, décida-t-il. Il fallait leur laisser le temps d'accepter la situation. Pendant ce temps, à 6 années-lumière de là,
le capitaine de Runkang se trouvait sur la passerelle de l'UHSF Resolute. Le Resolute était un croiseur lourd, conçu pour les missions de longue durée et les combats difficiles. Ce n'était pas le vaisseau le plus récent de la flotte, mais il était fiable. Et maintenant, le capitaine Kang lisait pour la 5e fois le signal de détresse du parc Minot. Ils ont attaqué une colonie agricole, annonça calmement son second, Sarah Chen, qui avait servi sous ses ordres pendant 8 ans. 60 000 civils, aucune présence militaire, 5. Kang hocha lentement la tête. Son visage restait impassible, mais ses mains serraient fermement le bord de son fauteuil de commandement. Dans combien de temps le Tseirafrota sera-t-il assemblé? Dans 48 heures, monsieur. Nous retirons des navires de leur route de patrouille et d'exercice d'entraînement. Pas assez vite, répondit Kang. Mais il faudra faire avec. Assurez-vous que chaque navire reçoive les données tactiques du New Deal. Je veux tout savoir sur ces navires cravates échoués à Genève, la capitale. Le gouvernement humain a tenu une session d'urgence. La présidente Maria Santos s'est présentée devant les représentants réunis de toutes les colonies et territoires humains. La salle était comble. Chacun voulait prendre la parole. « Silence !» a crié la présidente Santos. « Il nous faut de l'ordre. Je sais que tout le monde est en colère. Je le suis aussi. Mais nous devons rester rationnels. Un représentant de Mars s'est levé. Ils ont attaqué des civils sans avertissement. Est-ce un acte de guerre? Nous devons réagir immédiatement. Nous réagissons. Santos a annoncé que la 3e flotte est déjà en route. Mais nous devons aussi penser qu'au-delà de la crise immédiate, l'Empire Cravate est vaste. Ils ont plus de vaisseaux que nous. Ce ne sera pas un conflit de courte durée. Nous nous engagerons donc dans une longue guerre. Un autre représentant a déclaré que celui-ci venait de Titan. Ils doivent connaître et comprendre que les humains ne capitulent pas. L'ambassadeur Yuki Tanaka, représentant de l'humanité au Conseil galactique, a pris la parole. J'ai reçu un message de l'ambassadeur Telvar. Le Conseil a tenu une session d'urgence il y a 6 heures. Ils ont voté à l'unanimité pour ne pas intervenir dans ce conflit. Les cravates ont été avertis et ont quand même attaqué. Alors, sommes-nous seuls? Demanda quelqu'un. Non, répondit Tanaka. Nous ne sommes pas seuls. Le Conseil ne soutient pas non plus le trafic d'esclaves. Et Telva envoya un message privé. Elle ouvrit un écran et lut. Il dit, et je cite, « Nous les avions prévenus. Ils n'ont pas écouté. Désormais, l'humanité réagira comme elle le fait. Nous observerons, nous nous souviendrons et nous mettrons à jour nos archives en conséquence. » Le président Santos l'avait compris. Le Conseil autorisait l'humanité à gérer la situation comme elle l'entendait. Il n'y aurait aucune conséquence politique, aucune sanction, aucune pression pour faire la paix avant qu'elle ne soit prête. Nous sommes donc d'accord, déclara Santos. Les cravates ont attaqué notre peuple. Nous allons le secourir et faire regretter leur décision aux cravates. Le vote fut unanime. Sur la planète natale des cravates, le commandant Storr reçut le rapport de New Julia. L'occupation se déroulait mal. Les humains ne résistaient pas, mais eux non plus ne coopéraient pas. Et maintenant, leurs éclaireurs signalaient des vaisseaux militaires humains se dirigeant vers la colonie. Zetor convoqua une réunion du Conseil des Anciens. Il s'agissait des dirigeants de l'Empire Cravate, de vieux guerriers qui avaient longtemps conquis leur pouvoir par la force et la sagesse. Ils écoutèrent votre rapport, en silence. Les humains envoient des vaisseaux, expliqua Zetor. Une petite flotte, une vingtaine peut-être, rien que nous ne puissions contrôler. Et le Conseil galactique? Demanda l'un des anciens. Ils ne feront rien. Telvar lança des avertissements solennels, mais ce n'étaient que des paroles en l'air. Leurs conseils sont vains, ils parlent et débattent, mais n'agissent jamais. Un autre ancien se pencha en avant. Et si ces avertissements n'étaient pas que des paroles en l'air? Leurs conseils sont vains. Ils parlent et débattent, mais n'agissent jamais. Un autre ancien se pencha en avant. Et si ces avertissements n'étaient pas de vaines paroles? Et si Telvar était sincère? Chaque Zetor se redressa. Avec tout mon respect, aîné, les humains ne sont pas des guerriers.
Ce sont des agriculteurs, des scientifiques et des diplomates. Ils n'ont pas participé à de grandes guerres depuis 3 générations. Votre armée existe pour la défense et la lutte contre la piraterie. Ils tenteront de négocier. Et s'ils se battent, ils seront vite vaincus. Les anciens en discutent entre eux dans leur langue. Finalement, le plus ancien prit la parole. Très bien, envoyez des renforts à Novajou. Si les humains veulent se battre, nous leur montrerons pourquoi l'Empire Cravate n'a jamais perdu une guerre. Mais soyez prêts à ce que nous le leur offrions. Nous prendrons leur territoire, pas un conflit sans fin. Zétor inclina la tête en signe de respect. Ce sera fait, ancien. En quittant la salle du conseil, Zétor était confiant. Les humains arriveraient à Nujou. Leur renfort arriverait en un instant. Les humains verraient qu'ils étaient en infériorité numérique et en armement. Ils négocieraient. Et l'Empire Cravate obtiendrait 3 mondes coloniaux de grande valeur sans grand effort. Il ignorait qu'à bord du Resolute, le capitaine Kang étudiait les tactiques des cravates. Il ignorait que des stratèges humains analysaient chaque bataille livrée par les cravates. Il ignorait que toute l'armée humaine se préparait à la guerre pour la première fois depuis des décennies. Et il ignorait totalement que les humains avaient appris, au fil de milliers d'années de conflits, à remporter des guerres contre des ennemis plus forts et mieux armés. Les cravates pensaient que ce serait facile. Ils croyaient que les humains seraient semblables aux autres espèces qu'ils avaient conquises. Pourquoi cette hâte? S'ils se rendaient, ils découvriraient que l'humanité se distinguait radicalement des autres espèces. Et la leçon serait douloureuse. La flotte humaine abandonna le voyage le plus rapide qui ait jamais eu lieu aux abords du nouveau système Juju. 23 vaisseaux au total, croiseurs, destroyers et vaisseaux de soutien. Sur le papier, ils étaient en infériorité numérique. Les cravates disposaient de 40 vaisseaux de guerre. Désormais, après l'arrivée des renforts, des vaisseaux plus imposants, mais aussi mieux armés, le capitaine Kang, sur la passerelle du Resolute, observait les écrans des capteurs. Il distinguait tous les vaisseaux cravates déployés en formation défensive standard autour de la planète. Il adopta un ton militaire péremptoire et intimidant. « Ils veulent qu'on les voie, dit Sarah Chan. Ils essaient de nous faire peur. »« Ça marche un peu, admit Kang. Mais la peur est utile, elle nous rend prudents. Tous les navires humains sont reliés par un canal. Ici Kang. Déclenchez le protocole d'évacuation. Position défensive uniquement. Ne tirez que si vous êtes repéré. » Le commandant adjoint observait les vaisseaux humains qui approchaient. Ils avançaient. Lentement, avec prudence. Parfait. Ils avaient non compris. Ils étaient en infériorité numérique. Il ouvrit un canal de communication. Vaisseau humain. Ici, le sous-commandant Talvor de l'Empire Créate. Vous êtes en infériorité numérique et moins bien armés. Revenez immédiatement ou nous les anéantirons. Le visage de Kang Han-ki apparut sur l'écran de Talvrank. L'humain semblait calme, presque épuisé. Sous-commandant, nous sommes ici pour évacuer nos civils. Faisons-le. Nous discuterons des conditions plus tard. Bien. Talor fut surpris. L'humain n'exigeait pas la reddition et ne proférait aucune menace. Il demandait la permission. Cela sonnait comme une faiblesse. Voulez-vous abandonner votre colonie? Nous voulons mettre nos gens en sécurité. Et il dit simplement, allons les rattraper. Personne ne doit mourir aujourd'hui. Talor réfléchit. Il envoya rapidement un message au commandant Zétor, qui se trouvait dans le système à bord de son vaisseau amiral. La réponse ne tarda pas. Laissez-les évacuer, c'est un signe de faiblesse. Dès que votre peuple sera en sécurité, il n'aura plus aucune raison de se battre. Très bien, dit Talvor. Vous pouvez vous rapprocher de la planète. Mais si un vaisseau est armé, nous vous abattrons tous. Bien compris, répondit Kang. La flotte humaine se mit en orbite. Les vaisseaux de transport descendirent à la surface. C'est alors que Talvor commença à comprendre que quelque chose clochait. Les cravates se mirent à cibler les transports, avec des canons. Une intimidation classique, mais les vaisseaux humains réagirent immédiatement. Ils se placèrent entre les transports et les canons cravates. Ils protègent de vos transports avec des navires militaires. Un des officiers de Talvor
a déclaré qu'il sacrifiait un avantage tactique pour protéger les civils. C'est insensé, a-t-il répliqué, mais il se sentait en insécurité. Pourquoi des navires militaires risqueraient-ils leur vie pour des non-combattants? Cela n'avait aucun sens stratégique, du moins en apparence. Minso Park se trouvait sur la place de la ville lorsque le premier humain transporté a atterri. Les navires de la marine sont partis les premiers. Armes prêtes, ils évaluaient les menaces, puis les équipes d'évacuation civile efficaces et organisées. Un jeune marine s'est approché d'elle. Il faut les embarquer dans le premier transport. Le commandement veut que vous soyez prévenus immédiatement. Mio secoua la tête. Je pars avec le dernier groupe. Pas avant. C'était le cas, celui-ci ne l'est pas. Ce sont les miens, dit Mosso d'un ton ferme. Je resterai jusqu'à ce que tout le monde soit en sécurité. Le marine la regarda un instant, puis hocha la tête. Oui, madame, nous veillerons sur vous. L'évacuation dura 14 heures. Les Kervati observèrent sans intervenir. Ils virent des milliers d'humains embarqués à bord des transports, abandonnant leur foyer, leur colonie. Le commandant Zetor envoya un message aux anciens. Les humains battent en retraite. La colonie est à nous. Zetor a atteint son objectif avec un minimum de combats. Mais lorsque le dernier vaisseau a décollé, lorsque le dernier civil a atteint l'orbite, quelque chose a changé. Le capitaine Kang est apparu simultanément sur tous les écrans, dans toutes les crevasses. Le vaisseau entier, tout l'équipement de communication à la surface de la planète. Attention, force cravate. Tous les civils sont libres, vous avez 15 minutes pour évacuer Nova Joule. Après cela, nous reprendrons notre colonie. Talvor rit. Vous n'avez plus de civils. Protégez-les maintenant. L'expression de Kang resta impassible. Vous avez attaqué notre peuple sans avertissement. Vous avez occupé notre colonie. Vous avez ignoré la protection du Conseil galactique. Nous vous avons donné une chance de partir. Vous avez maintenant 15 minutes. La transmission est terminée. Sur le vaisseau amiral, Zetor reste impassible. Tous les vaisseaux sont en formation de combat. En cas d'attaque humaine, détruisez-les rapidement. Minimisez les dégâts aux infrastructures de la colonie. Nous en aurons besoin. 14 minutes s'écoulent. La flotte humaine reste en position, sans bouger, sans activer les armes. Juste attendre. Puis, les 15 minutes s'écoulèrent. La flotte humaine n'avança pas. Elle ne tira ni missiles ni armes à énergie. Au lieu de cela, elle se divisa en 3 groupes et accéléra dans des directions différentes. Rapidement. Plus rapidement que prévu par les cravates. Les vaisseaux se déplaçaient avec précision, comme s'ils avaient répété cette manœuvre des milliers de fois. « Ils fuient !» cria un des officiers de Talvor. « Non », répondit Talvor lentement. « Ils ne fuient pas. Ils se dirigent vers des positions d'attaque. » Mais quelle position? C'est à ce moment-là que le premier vaisseau de ravitaillement cravate a explosé. J'étais à la périphérie du système, loin du cœur de la bataille. Un vaisseau humain furtif attendait là. Dissimulé, patient silencieux, il possède des vaisseaux furtifs. Zetor n'en revenait pas. Ses capteurs n'ont rien détecté. Puis, 3 autres vaisseaux et des provisions ont disparu. Non détruits, simplement désactivés. Moteur allumé, communication coupée. Les vaisseaux humains ont de nouveau disparu avant que la cravate ne puisse réagir. La recherche était un ordre de Zetor. Un balayage complet des capteurs de tous les vaisseaux a été effectué. Mais les capteurs cravates n'ont rien détecté. La flotte humaine, cependant, a eu un comportement inhabituel. Elle a ignoré la flotte de guerre cravate et a attaqué les petites stations orbitales cravates, faiblement défendues. Au sein de la flotte, les humains les ont détruites. En quelques minutes, ils avaient disparu avant que le gros des forces cravates ne puisse réagir. J'évitais l'affrontement. Talor constata immédiatement qu'il frappait des cibles indéfendables et prenait la fuite avant de combattre. La stratégie consistait à les forcer à se battre. Zetor ordonna à toute la flotte de s'écraser. Poursuivez la flotte humaine. L'ordre était de les éliminer. La flotte cravate se scinda et se lança à la poursuite des groupes humains. Kang obtint exactement ce qu'il voulait.
En dispersant la puissance de ces vaisseaux, Cravath s'affaiblit et les vaisseaux humains firent preuve de supériorité dans les manœuvres délicates. 5 destroyers et Cravath poursuivirent 3 frégates humaines. Ces dernières les guidèrent vers un champ d'astéroïdes. Les Cravath les suivirent, confiants de les coincer. Mais lorsqu'ils entrèrent dans la zone, les vaisseaux humains s'immobilisèrent brusquement. Ils firent demi-tour et ouvrirent le feu, non pas sur les vaisseaux Cravath, mais sur des astéroïdes précis. Les astéroïdes explosèrent, projetant des débris dans des directions calculées. Les vaisseaux Cravath durent se disperser pour éviter les débris, brisant leur formation. C'est alors que les vaisseaux humains lancèrent en l'attaque. Des attaques, rapides et précis sur les points faibles. Moteur, système de communication, armement. Inutile de détruire les vaisseaux Cravath, il suffit de les neutraliser. Puis les vaisseaux humains disparurent à nouveau dans le champ d'astéroïdes. Quelle est cette tactique ? Demanda un capitaine désemparé sur le canal de communication. La réponse était simple, c'était des tactiques humaines. Les humains se sont fait la guerre pendant des millénaires. Ils ont appris qu'il n'est pas toujours nécessaire d'être plus fort. Parfois, il faut être plus intelligent, plus rapide, plus adaptable. Au cours des 6 heures suivantes, la bataille devint un véritable cauchemar pour les Cravathi. Leurs vaisseaux étaient non plus rapides en ligne droite, mais plus lents dans les virages. Leurs armes étaient plus puissantes, mais moins précises, à courte portée. Leur formation était robuste, mais nécessitait une coordination. Les humains exploitaient la moindre faiblesse. Les vaisseaux furtifs ciblaient les lignes de ravitaillement. Les vaisseaux rapides attiraient les vaisseaux Cravath dans des pièges. La flotte principale ne restait jamais assez longtemps au même endroit pour permettre aux Cravath de rassembler leurs forces. Et chaque fois que les Cravath adoptaient une nouvelle tactique, les humains en changeaient. Au lever du soleil sur New Jeju le lendemain, les Cravath avaient perdu 12 navires, non pas détruits, mais hors d'usage. Et la flotte humaine avait perdu un destroyer et, plus grave encore, les forces terrestres des Cravath et de Nova Jeju manquaient cruellement de ravitaillement et de renforts. Le commandant Zetri, assis dans son fauteuil de commandement, scrutait l'écran tactique. La bataille n'aurait pas dû se dérouler ainsi. L'Empire Cravath n'avait jamais affronté un ennemi pareil. Les ennemis se battaient avec honneur ou se rendaient. Ils ne faisaient pas le nécessaire pour vaincre. « Retraite !» ordonna-t-il enfin. « Repliez-vous en orbite haute. Il nous faut nous regrouper. » Mais tandis que la flotte Cravath se retirait, Zetor envoya un message d'urgence à la planète mère. Le message disait « Nous avons besoin de plus de vaisseaux. Les humains ne sont pas ceux à quoi nous nous attendions. Envoyez tout ce que vous pouvez. » « Ne soyez pas trop catégorique, » dit Sarah Chen en consultant les données des capteurs. « Monsieur, les Cravath battent en retraite. Avons-nous gagné ? Non. » Kang déclara calmement. « Nous avons gagné cette bataille. La guerre ne fait que commencer. Ils reviendront avec plus de vaisseaux. » Il regarda son équipage. « Bon travail à tous, mais préparez-vous pour le prochain combat. Il sera plus difficile. » Dans la salle du Conseil galactique, l'ambassadeur Telvar suivait les rapports de la bataille. Un autre membre du Conseil s'approcha de lui. « Devons-nous intervenir ?» demanda le membre du Conseil. « Non, » répondit Telvar. « Nous avons prévenu les Cravath. Ils ont fait la sourde oreille. À présent, ils découvrent ce que signifie combattre une espèce qui a survécu à un monde de mort. » Il marqua une pause. « Je ne pense pas qu'ils entendront d'autres avertissements, mais ils finiront par écouter. Les humains sont d'excellents professeurs quand il le faut. » 3 semaines. C'est la durée de la guerre avant que tout ne bascule. L'Empire Cravath envoya davantage de vaisseaux combattre les humains. Bien plus encore, ils retirèrent des vaisseaux de tous les secteurs qu'ils contrôlaient. 100 vaisseaux de guerre après 200. Ils ne prenaient plus aucun risque. C'était une riposte militaire totale, mais un phénomène étrange persistait. Chaque bataille apportait un nouvel enseignement aux humains.
et ils apprenaient vite. Dès la deuxième semaine, les cravates testèrent une nouvelle formation conçue pour contrer les tactiques de harcèlement des humains. C'était une formation brillante, élaborée par leurs meilleurs stratèges. Elle fonctionna à la perfection lors de 3 batailles seulement. À la quatrième, les vaisseaux humains s'adaptèrent. Ils ont repéré les failles de la nouvelle formation et les ont exploitées sans pitié. Comment apprennent-ils si vite demanda l'amiral Cravate lors d'une réunion stratégique. Il nous a fallu des années pour développer de nouvelles tactiques. Eux, ils les maîtrisent en quelques jours. Ils partagent leurs informations, expliqua un officier du renseignement. Chaque vaisseau humain envoie des rapports de bataille détaillés à tous les autres. Chaque capitaine étudie chaque affrontement. Il considère chaque bataille comme une leçon. Le commandant Zetor consulta les WAA. Écran tactique qui affichait l'état actuel de la guerre. La cravate disposait de plus de vaisseaux, d'un meilleur armement, mais elle perdait du terrain. Ce n'est pas possible, dit-il calmement. À Nova Juju, la situation sur le terrain était encore pire pour les occupants de la cravate. Les civils humains avaient disparu, mais les soldats humains avaient débarqué. Non pas en grand nombre, mais par petits groupes. Ils se déplaçaient de nuit. Ils attaquaient sans prévenir. Ils semaient la terreur chez les cravates. La commandante Su Jin Lee menait l'une de ces équipes. Elle avait 12 soldats sous ses ordres, contre 3000 soldats cravates dans le campement principal. Sur le papier, c'était du suicide. Su Jin avait étudié la psychologie des cravates. Elle savait ce qui les effrayait. Les cravates étaient des bandes de combattants. Ils se sentaient en sécurité en groupe. Ils misaient sur la force brute et l'affrontement direct. Su Jin fit alors l'inverse. Ses équipes attaquaient les entrepôts et les réserves la nuit. Ils sabotaient le matériel. Ils coupèrent toute communication. Ils ne restèrent jamais au même endroit. Ils ne combattirent jamais loyalement. Au bout d'une semaine, les troupes terrestres cravates étaient épuisées. Elles dormaient par roulement, toujours à l'affût des ombres. Le moindre bruit les rendait nerveux. Elles se mirent à tirer sur tout ce qui ne les inquiétait pas. Le moindre bruit les rendait nerveux. Ils se mirent à tirer sur des choses qui n'existaient pas. Le moral s'effondra. Le commandant adjoint tenta de rétablir l'ordre. Il organisa des patrouilles. Il établit des périmètres défensifs. Il utilisa toutes les tactiques du manuel militaire. Mais ce manuel supposait que les ennemis respectaient dans les règles. Les humains, eux, ne respectaient aucune règle, si ce n'est celle de gagner. Une nuit, le poste de commandement de Talvor fut attaqué, non par des tirs ou des explosifs, mais par le son. Des soldats encerclèrent le bâtiment et diffusèrent à plein volume des enregistrements audio. Il s'agissait d'appels de détresse. Des soldats blessés, des commandants mourants, mêlés à des voix humaines en relief. Des soldats blessés, des commandants mourants. Des voix humaines, étouffées par des cravates cassées, se mêlaient aux murmures. Nous arrivons. Nous sommes des patients. Nous vous observons. Nous arrivons. Nous arrivons. Nous arrivons. C'était de la guerre psychologique. Cruelle, efficace. Talor envoya un message au commandant Zetor. « Je ne peux pas tenir Nova Juju avec les forces actuelles. Les humains ne combattent comme aucune autre espèce rencontrée. Ils abordent que la guerre comme une chasse. Demandez des renforts immédiats ou l'autorisation de se retirer. » La réponse était simple. Maintenir la position. Reculer était hors de question. Des renforts étaient en route. Mais ils ne sont jamais arrivés à Nova Juju. Pourquoi? Au cours de la troisième semaine, l'humanité a lancé l'opération contre-attaque. Les services de renseignement humains ont passé 2 semaines à étudier la technologie des cravates capturées et les communications interceptées. Ils ont cartographié toutes les installations militaires esclavagistes dans 3 secteurs. Chaque dépôt de ravitaillement, chaque station de réparation, chaque relais de communication, absolument tout. Puis, le même jour, à la même heure,
Les flottes humaines les ont toutes attaquées simultanément. Ce n'était pas la planète d'origine des cravates. Les humains n'étaient pas des conquérants. Ils ne convoitaient pas le territoire des cravates, mais souhaitaient éliminer leur armée. Ils s'attaquèrent donc aux infrastructures qui la rendaient possible. L'opération exigeait la coordination de dizaines de flottes humaines, un timing précis et la prise de risques considérable. Mais les humains planifiaient cette opération depuis le début de la guerre. Chaque bataille servait à recueillir des informations. Chaque affrontement a préparé ce moment. Dans le centre de commandement militaire de votre planète natale, les alarmes retentirent sur toutes les consoles. Des révélations submergèrent son empire. Des vaisseaux humains sont là. Des vaisseaux humains sont là. Les saisons s'assombrissent. Les convois de ravitaillement sont attaqués. Les réseaux de communication sont hors service. Le Conseil des Anciens fut immédiatement convoqué. Ils se réunirent dans leur salle de guerre, une pièce où ils avaient célébré d'innombrables victoires. À présent, ils assistaient à l'effondrement de leur armée lors de démonstrations tactiques. « Combien de vaisseaux les humains possèdent-ils » demanda un ancien. « Nous estimons entre 70 et 90 vaisseaux de combat. » Un amiral répondit. « Mais ils attaquent dans des endroits que nous pensions inaccessibles. Ils doivent positionner leurs vaisseaux depuis des semaines. Et nos forces étaient dispersées à la poursuite de flottes humaines à travers de multiples systèmes. Avons-nous plus de vaisseaux? Mais ils ne sont pas là où nous en avons besoin. » Le vieil homme se leva lentement. Il était vieux, même pour une cravate. Il avait mené l'Empire à la victoire lors de 3 guerres, mais je n'avais jamais rien vu de tel. Combien de temps nos forces armées pourront-elles fonctionner sans les installations qu'elles ciblent? L'amiral hésita. Peut-être quelques jours. Il n'y a plus de stations de réparation. Les navires endommagés sont irréparables. Plus de dépôts de ravitaillement. Les navires manquent de carburant et de munitions. Aucun relais de communication. Nous ne pouvons coordonner les mouvements de la flotte. Diaz répéta les mots du vieil homme. Les humains sont en guerre contre nous depuis 3 semaines. Et en 3 semaines, ils ont appris suffisamment pour démanteler une armée que nous avons mis 2 siècles, sire. Bâtir. Un autre ancien prit la parole. Nous conservons l'avantage numérique si nous retirons tous nos navires et défendons nos principaux territoires. Non, interrompit le doyen. Regardez ce qu'ils ont fait. Ils ne veulent pas de notre territoire. Ils veulent nous anéantir, nous empêcher de les menacer à nouveau. Il se tourna vers le commandant Zitor, qui restait silencieux dans son coin. Vous nous aviez dit que les humains étaient un faible, qu'ils négocieraient ou se rendraient rapidement. Zitor resta sans voix. Tout ce qu'il croyait savoir sur les humains était faux. L'ambassadeur Telvar avait essayé de nous prévenir. Le vieil homme poursuivit. Il a dit que les humains ne se brisent pas, ils s'adaptent. Il a dit qu'ils sont dangereux. Les avant-bras des Heller s'ouvrirent dans un geste de résignation. Nous n'écoutons pas, et maintenant, nous en payons le prix. Waouh, Pedro. Waouh, Peter. Waouh, Peter. Waouh, Peter. On n'entend pas la vie de la croix. Sur la passerelle du Resolute, le capitaine King observait le déroulement de l'opération. Jusqu'ici, tout se déroulait comme prévu. Les pertes humaines étaient minimes. Les effectifs militaires de l'esclavagiste diminuaient d'heure en heure. Saracien s'approcha de lui. « Seigneur, nous recevons une transmission. Elle provient de la planète d'origine des esclaves. Ils veulent négocier les conditions. » Kang hocha lentement la tête. « Déjà, je pensais qu'ils se battraient plus longtemps. Ils comprennent ce que nous faisons, » dit Sarah. « Chaque heure qu'ils attendent leur fait perdre davantage d'infrastructures. Finalement, ils n'auront plus rien à négocier. Mettez-moi en contact avec l'équipe diplomatique humaine sur Terre, » ordonna Kang. Ce n'est plus une décision militaire. Quelques heures plus tard, une liaison sécurisée fut établie entre la Terre et la planète natale des cravates. Le président Santos apparut sur un écran. Le Conseil des anciens cravates sur un autre. « Nous souhaitons discuter des conditions du cessez-le-feu », déclara le doyen. Il n'y avait plus aucune arrogance dans sa voix, juste de l'épuisement. Un cessez-le-feu requiert certaines conditions,
répondit Santos d'une voix calme et professionnelle. Premièrement, toutes les forces Scravates doivent se retirer immédiatement de Niuju et de tous les territoires humains. Deuxièmement, tous les prisonniers humains doivent être libérés. Hernia. Troisièmement, l'Empire Cravate doit payer des réparations pour les dommages causés à notre colonie. Et si nous acceptons ces conditions, demanda l'aîné, alors nous cesserons d'attaquer vos installations militaires. Nous retournerons dans notre espace. Et nous n'en reparlerons plus jamais. L'aîné resta silencieux un instant. Une destruction totale est possible. Pourquoi cette clémence? Comment osez-vous? Santos se pencha légèrement en avant. Parce que nous ne sommes pas des conquérants. Nous n'avons pas déclenché cette guerre. Nous ne voulons ni votre territoire ni vos ressources. Nous voulons qu'on nous laisse tranquilles. Mais si vous menacez à nouveau notre peuple, cette clémence ne vous sera pas accordée une seconde fois. Le message était clair. Les humains faisaient preuve de retenue. Mais cette querelle prit fin. Le vieil homme, assis seul dans la salle de guerre, contemplait les écrans. La guerre était finie, certes, mais la leçon resterait gravée à jamais. L'Empire Cravate était l'une des puissances les plus fortes de la galaxie, plus forte encore. Et en 3 semaines, les humains l'avaient réduit à implorer la paix. 3 semaines. Le vieil homme repensa à la mise en garde de l'ambassadeur Telvar. Comment les humains avaient-ils pu survivre dans un monde de morts, sans armes naturelles? Il s'agissait de leur adaptation et de leur résistance. L'avertissement ne portait ni sur la technologie humaine, ni sur leur nombre. Il concernait la nature humaine. Les humains ne se battaient pas comme les autres espèces. Ils se battaient seulement pour vaincre. Ils tiraient les leçons de chaque erreur. Ils s'adaptaient à chaque défi. Et surtout, ils ne s'arrêtaient pas tant que la menace n'était pas éliminée. Les cravatés avaient retenu la leçon, mais le prix à payer avait été son armée, votre fierté et votre réputation. L'aîné se demandait si d'autres espèces de la galaxie commettraient la même erreur. Il espérait que non. Car désormais, chacun saurait ce qui arrive lorsqu'on ignore l'avertissement du Conseil galactique concernant l'humanité. La conférence de la paix se déroula sur une station neutre en orbite autour d'une lune déserte. Aucune arme n'était autorisée. Aucun militaire n'était présent, à l'exception de petites équipes de sécurité. Seuls les diplomates, les traducteurs et les témoins du Conseil galactique étaient autorisés. L'ambassadeur Telvar assistait à la cérémonie, non pas en tant que médiateur, mais en tant qu'observateur. Assis au fond de la salle, il regardait le président Santos et le Conseil des anciens de Crevate signer l'accord de paix dont il ne laissait, comme toujours, rien transparaître. Mais au fond de lui, il ressentait une profonde tristesse. Les conditions étaient en clair. L'Empire Cravate retirerait les humains de tous ses territoires. Il libérerait tous les prisonniers, sans exception. Il verserait des réparations d'un montant total de 5 milliards de crédits galactiques pour les dommages causés à Nova Gedejou et les pertes en vies humaines. Il réduirait également leurs effectifs militaires de 50% au cours des 10 prochaines années, sous la surveillance d'observateurs du Conseil galactique. Mais la fin de cette période fut la plus significative. L'Empire Cravate reconnut officiellement avoir violé les protections du Conseil galactique, ignoré des avertissements répétés et déclenché une guerre sans provocation. Cette reconnaissance serait inscrite à jamais dans les archives du Conseil. Toutes les espèces la liraient, toutes les espèces le sauraient. Le commandant Zetor Kor était absent lors de la signature. Il avait été relevé de ses fonctions et attendait son procès sur sa planète natale. Votre carrière était brisée, votre réputation anéantie. Mais Zetor avait tiré une leçon de ces 3 semaines de guerre. Il avait compris que la force ne se résume pas aux armes ou au nombre. Parfois, la force consiste à savoir quand ne pas combattre. Le sous-commandant Talvor était détenu derrière les anciens de la cravate. Il avait été évacué de Niuju pendant le cessez-le-feu. Depuis, il ne dormait plus bien.
Chaque fois que je fermais les yeux, j'entendais les bruits de cette nuit-là, des voix humaines dans l'obscurité, une guerre psychologique, la sensation d'être traqué. Après avoir signé, le vieux cravate-seigneur s'approcha en privé de l'ambassadeur Telvar. L'ancien extraterrestre regarda le vieux guerrier cravate de ses yeux noirs et inexpressifs. « Vous avez essayé de nous prévenir, » dit le vieil homme à voix basse. « Vous nous avez dit exactement ce qui allait se passer. Et nous, on appelle ça de la politique politicienne. » « Je sais, » répondit Elvar. « J'ai déjà vu ça. Pas avec les humains précisément, mais avec des espèces qui ont ignoré les avertissements concernant d'autres races de monde mortel. L'orgueil est un dangereux conseiller. Pourquoi ne nous l'as-tu pas dit plus clairement? N'aurais-tu pas pu détailler ce dont les humains étaient non capables? » Elvar inclina légèrement la tête. « Tu m'aurais cru. Si j'avais décrit exactement ce qui s'était passé pendant cette guerre, tu aurais pensé que j'étais sincère. » Ou, cherchant à l'effrayer, le vieil homme n'avait pas de réponse. Parce que Telvar avait raison. S'il avait décrit les tactiques humaines, l'adaptabilité humaine, la détermination humaine, cela aurait sonné comme une exagération, comme une propagande destinée à protéger une espèce privilégiée. « Il y a quelque chose que je ne comprends toujours pas, » dit l'aîné. « Pourquoi les humains combattent-ils si efficacement? Ils n'ont pas d'armes naturelles. Ils sont physiquement plus faibles que la plupart des espèces guerrières. Qu'est-ce qui les rend si dangereux? » Delvar resta silencieux un long moment, puis il reprit avec précaution. « Les humains se font la guerre depuis des millénaires. Avant d'atteindre les étoiles, ils ont perfectionné l'art de tuer leurs semblables. Ils connaissent toutes les tactiques, toutes les stratégies, toutes les ruses et les manipulations psychologiques. Ils connaissent que la guerre intimement, car ils l'ont pratiquée ensemble. » Il marqua une pause, et parce qu'ils connaissent si bien le prix de la guerre, ils préfèrent ne pas se battre. Mais lorsqu'ils se battent, ils mettent en pratique tout ce qu'ils ont appris, toutes les leçons tirées de toutes les guerres humaines de son histoire. L'aîné assimila cette information. C'est pourquoi ils sont pacifiques, parce qu'ils comprennent la violence. Exactement, dit Telva. Et cette compréhension les rend plus dangereux que les espèces qui perçoivent que la guerre comme une gloire ou un rituel. Les humains voient la guerre comme une solution à un problème. Ils étudient que le problème, s'y adaptent et le résolvent de la manière la plus efficace possible. J'aurais aimé que nous comprenions cela avant de les attaquer. C'est pourquoi le Conseil les protège, expliqua Théovar. Non pas parce qu'ils ont besoin d'être protégés des autres, mais parce que les autres ont besoin d'être protégés des conséquences de vos menaces. Quelques jours plus tard, le capitaine de Hong Kong se trouvait sur la place de la ville reconstruite depuis Niuzhou. La reconstruction était déjà bien avancée. Un an plus tard, des équipes d'ingénieurs arrivèrent quelques heures après le départ de l'esclave. Elles travaillèrent rapidement et efficacement. En un mois, la colonie serait de nouveau opérationnelle. En un an, elle serait plus que jamais opérationnelle. En un an encore, elle serait meilleure qu'avant. Mani, la gardienne du parc, s'approcha de lui. Elle tenait une tablette à la main, affichant les calendriers de construction et la répartition des ressources. « Capitaine Kang, le gouvernement civil souhaite vous décorer, vous et votre équipage, pour l'évacuation et la libération de Niuzhou. » Kang secoua la tête. « Nous faisions notre devoir, nous protégions notre peuple. Cela ne mérite pas de médaille. »« Ah, tout de même, » dit Nisso. « Qu'avez-vous fait? Vous avez sauvé des vies. Auriez-vous pu attaquer? Immédiatement, mais après avoir évacué les civils. Cette décision était importante. »« Claro, evacuamos primero, » dit Kang en la regardant avec une légère confusion. « C'étaient des civils. Era por el que estábamos lutando. Quel genre d'armée serions-nous si nous mettions en danger les personnes que nous étions censés protéger? » M.O. sourit légèrement. Les cravates ne comprenaient pas cela. Ils pensaient que protéger les civils était une faiblesse. Ils ne comprennent donc rien aux humains, répondit Kang. Nous combattons pour protéger, pas pour conquérir. Il y a une différence. À travers la galaxie, la nouvelle de la guerre se répandit rapidement,
Toutes les espèces en eurent connaissance. L'Empire Cravate, une grande puissance militaire, avait attaqué une colonie humaine. Le Conseil galactique les avait mis en garde. Ils ont attaqué malgré tout. En 3 semaines, l'humanité a démantelé la machine militaire Cravate. Dans les salles du Conseil, dans les stations commerciales, lors des réunions diplomatiques, les espèces ont discuté de ce qui s'était passé. Et peu à peu, une phrase commença à circuler dans plusieurs langues, traduite en langues humaines, elle donnait « Ne provoquez pas les habitants du monde de la mort ». Certaines espèces agressives qui projetaient d'étendre leur territoire en territoire humain renoncèrent discrètement à leur plan. Des pirates opérant près des routes maritimes humaines découvrirent de nouveaux territoires. Certains groupes politiques qui se demandaient si les humains méritaient la protection du Conseil n'eurent plus aucun doute. Le Conseil galactique mit à jour ses registres officiels. Outre l'admission de l'humanité, de nouvelles classifications furent ajoutées. Niveau d'alerte. Maximum. Évaluation de la menace. Extrême. En cas de provocation. Action recommandée. Recours diplomatique uniquement. Engagement militaire. Fortement déconseillé. L'ambassadeur Telva a personnellement examiné ces mises à jour et a ajouté une dernière remarque au compte-rendu. L'humanité est une espèce mortelle qui s'est déchirée entre elle-même pendant des millénaires. Elle comprend la guerre mieux que la plupart des autres espèces. Ils privilégient la paix. Mais en cas de conflit forcé, ils emploieront toutes les tactiques, toutes les stratégies, tirant les leçons de leur histoire violente. Ils s'adaptent rapidement. Ils apprennent constamment. Ils ne renoncent pas facilement. Ils protègent leur peuple par-dessus tout. Ils abordent les autres avec respect et honnêteté, jamais avec des menaces. 1 an plus tard, lors d'une session du Conseil galactique, une jeune espèce a demandé l'autorisation d'établir des relations commerciales avec l'humanité. La requête fut approuvée à l'unanimité. Mais avant le départ des jeunes, l'ambassadeur Telvar s'adressa à son représentant. « Un conseil, dit Telvar. Les humains sont d'excellents partenaires commerciaux. Ils sont honnêtes, créatifs et dignes de confiance. Mais en cas de différend, réglez-le par le dialogue et la négociation, jamais par les menaces ou la violence. » Pourquoi ? Demanda le jeune représentant. Les humains sont-ils vraiment aussi dangereux qu'eux-mêmes ? Disent les légendes. Pelver désigna une tablette affichant l'historique de la guerre des cravates. Ceci n'est pas une légende. C'est ce qui arrive quand on ignore les avertissements concernant l'humanité. Les cravates étaient un empire puissant. Désormais, leur puissance est affaiblie, et il leur faudra des générations pour s'en remettre. Et les humains ont agi ainsi, non par choix, mais par nécessité. Au représentant au relatorio, écarquillant les yeux. 3 semaines. 3 semaines, confirma Telvar. Gardez cela à l'esprit lorsque vous négociez avec eux. Traitez-les avec respect. Honorez vos accords et ne faites jamais face à des choses similaires. Sur la Terre, dans un petit appartement à Séoul, Minoo Park était assise avec sa famille. Elle a menacé. Sur Terre, dans un petit appartement de Séoul, Minoo Park était assise avec sa famille. Elle était revenue de Newju pour une courte visite avant de reprendre ses fonctions de coordinatrice de la défense. Sa fille de 7 ans l'interrogea sur la guerre. « Maman, pourquoi les extraterrestres ont-ils attaqué ?» Minoo réfléchit à sa réponse. Ils pensaient que nous étions faibles. Ils ne pensaient pas que nous riposterions, mais nous avons riposté. Nous avons fait ce que nous devions faire pour protéger notre peuple. Les extraterrestres regrettent-ils de nous avoir attaqués ? Mo sourit tristement. Je le crois, ma chérie. Je pense qu'ils le regrettent profondément. Sa fille resta silencieuse un instant. D'autres extraterrestres tenteront-ils de nous attaquer ? Je ne pense pas, dit Mio. Car maintenant, tout le monde sait ce qui arrive quand nous attaquons les humains. Nous ne déclenchons pas les conflits, mais nous les mettons fin. Telle fut la leçon qui se répandit à travers la galaxie. L'humanité n'était pas agressive. Elle ne cherchait pas à conquérir. Elle privilégiait le commerce, la diplomatie et la coopération pacifique. Mais si vous les menaciez,
Si vous attaquiez leur peuple, si vous ignoriez les avertissements concernant leurs capacités, alors vous apprendriez. Vous apprendriez que les humains viennent d'un monde qui cherche à les anéantir chaque jour. Vous apprendriez qu'ils ont survécu grâce à l'adaptation et à la détermination. Vous apprendriez qu'ils ont mené des guerres grâce à l'adaptation et à la détermination. Vous apprendriez qu'ils se sont fait la guerre à eux-mêmes et qu'ils connaissaient tous les stratagèmes, toutes les tactiques, toutes les stratégies. Vous apprendriez qu'ils protégeaient tous les leurs avant tout. Vous apprendriez qu'ils ne cédaient pas facilement. Vous apprendriez qu'ils se souvenaient de chaque leçon, de chaque combat. Et surtout, vous apprendriez que lorsque le Conseil galactique vous mettait en garde, il ne s'agissait pas de déclarations politiques. Il tentait de l'empêcher de commettre une terrible erreur. Ceux qui ont tiré cette leçon l'ont payé de leur puissance militaire, de leur réputation et de leur fierté. Cette leçon leur a tout coûté. Et désormais, à travers la galaxie, chaque espèce connaît une vérité simple. N'ignorez pas l'avertissement du Conseil galactique concernant l'humanité, car si vous l'ignorez, l'humanité l'ignorera.